Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Matteo Mirolo. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'aviation et notamment de l'aviation durable pour l'ONG belge Transport et Environnement. Parmi vos combats, les biocarburants et le verdissement de l'industrie. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai dilemme. Comment prendre l'avion en polluant moins ? On le sait, 1 km en avion, c'est 20 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'en train. Alors ma première question est volontairement un peu provocatrice. Faut-il purement et simplement arrêter de prendre l'avion ? Tout ça pour sauver la planète ? Je pense que comme on le dit toujours, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc, il y a absolument une question à se poser sur la nécessité de prendre l'avion. Je pense qu'à chaque fois qu'on réserve un billet d'avion, il faut se demander si c'est pertinent, s'il y a un autre moyen de transport qu'on peut utiliser. D'ailleurs, en découvrant un voyage plus lent, etc. Mais je pense qu'on est tout à fait réaliste à Transport Environnement, que l'aviation joue un rôle important dans la société pour connecter les uns et les autres, pour permettre aux gens de voir leurs proches, de travailler. Donc, il n'est pas question que l'aviation s'arrête, il est question qu'elle se décarbone, qu'elle devienne propre. On n'a rien contre l'avion en soi, on a quelque chose contre le carburant qu'il utilise. Et je pense que dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, tout le monde comprend à quel point il est primordial qu'on tourne la page du pétrole, qu'on arrive à avoir une autonomie énergétique, qu'on arrive à protéger la planète en trouvant de nouvelles sources d'énergie. Et c'est ça qu'on essaie de faire, de créer un avion qui n'utilise pas de carburant fossile. Reste que si on veut voyager loin, parfois on n'a pas d'autre option. On doit prendre l'avion. En tant que voyageur, si on veut réduire son empreinte carbone quand on a à prendre l'avion, comment est-ce qu'on fait ? Oui, absolument. Comme je le disais, il y a des voyages qui restent essentiels, des voyages où on doit prendre l'avion. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est comment on arrive à réduire cet impact climatique et surtout à quelle échelle. Là, vous me demandez en tant que passager, nous on travaille beaucoup au niveau surtout des gouvernements, au niveau de la législation, parce qu'on pense qu'il serait injuste de mettre la responsabilité de l'impact climatique de l'aviation sur le seul passager. Finalement, nous, on est tout au bout de la chaîne. Alors oui, on prend la décision d'acheter le billet, donc c'est nous qui avons la responsabilité du voyage, mais c'est pas de notre faute si les avions polluent. Donc la première responsabilité, ce sont les gouvernements et ceux qui construisent et opèrent des avions. C'est à eux de trouver des solutions qui permettent une aviation plus durable. Donc il y a toutes sortes de technologies dont on va parler, j'imagine, mais si on reprend votre question, on pense au niveau du passager lui-même, finalement, les deux choses qui peuvent être faites, c'est premièrement réfléchir à la pertinence du voyage, et la deuxième chose, c'est d'avoir plus de compréhension des technologies qui permettent de décarboner l'aviation, et comme on dit en anglais, on dit voter avec les pieds, vote with your feet, de faire les choix de technologies, de compagnies aériennes, plus tard même d'avions qui permettent véritablement une décarbonation du secteur. Mais pour le moment, on n'en est pas là, les technologies sont pas encore tout à fait là, donc il s'agit d'abord de les comprendre, et c'est ce qu'on va faire, je pense, aujourd'hui. Alors il y a quand même des avions qui sont moins polluants que d'autres. Oui, mais là n'est finalement pas tellement la question parce que c'est l'outil sur Google Flight qui n'est pas connu de tout le monde, qui permet de savoir un peu le niveau d'émission d'un vol par rapport à un autre. Quand vous cherchez par exemple un vol jusqu'à New York, vous avez votre vol direct, vous avez votre vol avec escale qui vous fait revenir en arrière. Oui, ça peut être intéressant de regarder le vol qui permet d'éviter le plus d'émissions. Mais ça reste quand même un vol qui fonctionne avec du carburant fossile. Donc fondamentalement, c'est pas vraiment ça la technologie de rupture. C'est pas ça qui vous permet de voler de façon disruptive. Aujourd'hui, fondamentalement, et je sais que c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux qui nous écoutent, mais il n'est pas possible de voler en se donnant bonne conscience. Ça fonctionne pas comme ça. On y travaille. On travaille à ce qu'un jour on puisse avoir ces technologies. Mais aujourd'hui, il faut se faire à l'idée que si vous décidez de prendre l'avion, vous allez avoir un impact climatique important. Ça veut encore une fois pas dire qu'il faut arrêter totalement de prendre l'avion, mais ça veut dire qu'il faut en être conscient. On peut pas se donner bonne conscience simplement en cliquant sur un bouton et un bouton magique qui va faire disparaître l'impact climatique de votre avion. Vous décidez de prendre l'avion, vous assumez que vous aurez un impact climatique. Donc on assume, reste qu'on est en 2023, il faut faire avec les technologies telles qu'elles sont, si on doit partir. Est-ce qu'il y a une compagnie, par exemple, qui est plus vertueuse que les autres ? Aujourd'hui, en Europe, je dirais que les compagnies sont toutes à peu près sur le même credo, qui est celui de développer un discours de durabilité qui est plus ou moins suivi des faits. En tout cas, en Europe, je dirais que les compagnies sont plus en avance que dans le reste du monde. Elles suivent la législation européenne. C'est pas forcément par idéologie climatique qu'elles le font, c'est parce qu'elles y sont obligées aussi par le législateur. Et donc, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il y a un travail très important qui doit être mené pour faire en sorte que les règles du jeu soient changées. C'est comme un terrain de foot. Voilà, il faut tracer les lignes du terrain, il faut définir les règles du jeu et après que les joueurs jouent. Ça, c'est la logique du marché et c'est très bien que ça fonctionne comme ça. Mais il n'y a pas forcément une compagnie qui se dégage du lot. Par contre, ce que peut faire un passager, pour répondre à la question, c'est certainement de s'intéresser plus au carburant durable. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, comme vous dites, soyons concrets pour quelqu'un qui nous écoute et qui est sur le site de recherche de billets d'avion, la chose qu'il ou elle peut faire, c'est de s'intéresser aux carburants durables et de faire en sorte de les soutenir. De les soutenir en, par exemple,
exemple, intégrant ces carburants à son billet d'avion. Ça permettra d'augmenter le niveau de financement de ces carburants qui sont vraiment importants parce qu'ils peuvent d'ores et déjà réduire l'impact climatique du secteur, contrairement aux compensations carbone qui, elles, sont une vraie fausse bonne idée. Donc les carburants durables, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut que le grand public les connaisse mieux. Il faut faire attention au type de carburant qu'on met dans l'avion, mais ça, on va en parler un peu plus en détail, j'imagine. En tout cas, voilà, carburant durable, Sustainable Aviation Fuel, c'est en 2023 la seule vraie solution de décarbonation. Ça ne veut pas dire que ça restera la seule ad vitam aeternam, mais pour le moment, c'est la principale. Et quand vous dites soutenir ces carburants durables quand on réserve son billet, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Certaines compagnies proposent déjà d'incorporer une quantité de carburant durable. Encore une fois, l'échelon le plus important, c'est l'échelon législatif. Depuis le 1er janvier 2022 en France, quand vous prenez l'avion, il y a 1% du carburant dans le réservoir qui est fait de carburant durable. À partir de 2025, c'est l'Europe qui prend le relais et qui impose un taux d'incorporation qui ira crescendo jusqu'en 2050 tous les 5 ans. C'est une excellente nouvelle parce que c'est ça qui va définir un marché, c'est ça qui va structurer finalement cette incorporation des carburants durables dans le secteur aérien. Donc finalement, le passager, encore une fois, c'est pas lui ou elle qui doit avoir la responsabilité, mais en soutenant les initiatives des compagnies aériennes qui veulent acheter des bons carburants durables, parce qu'encore une fois, il y a une différence entre bon et mauvais carburants durables, le passager peut jouer un rôle important. Le passager doit montrer qu'il en a quelque chose à faire. Pour être un peu provocateur, on entend beaucoup de PDG de compagnies aériennes qui nous disent « Ah, mais de toute façon, pardonnez-moi la vulgarité, mais les passagers s'en fichent, tout ce qu'ils veulent, c'est voyager pas cher. » Je pense qu'il est important pour un passager qui a conscience de l'impact climatique, qui dit « Voilà, j'assume, je prends l'avion pour une destination X ou Y parce que j'ai pas le choix, parce que je décide que c'est un voyage essentiel. » Eh bien, montrer à la compagnie qu'on s'intéresse à l'impact climatique, on veut que la compagnie mette des carburants durables, on veut qu'elle choisisse des bons carburants durables. Tout ça, c'est des choses qu'en tant que client, on a le pouvoir de faire. Je pense que les compagnies ont conscience que les carburants durables, c'est une arme à double tranchant, que d'un côté, ça leur permet de réduire leur impact climatique, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'elles fassent attention au type de carburant durable qu'elles mettent, qui est un enjeu de réputation. Et donc, c'est important que nous, en tant que consommateurs, on soit attentifs à ces choix et qu'on puisse garder un certain levier d'action sur la compagnie aérienne si elle devait un jour ne pas faire les bons choix. Et vous disiez que la compensation carbone, ça ne sert à rien. Pourtant, c'est vrai que c'est le premier réflexe qu'ont pas mal de voyageurs aujourd'hui, parce que c'est aussi incité par les compagnies, etc., qui nous proposent systématiquement cette option maintenant. Quand vous dites que ça sert à rien, est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu ? Oui, j'ai conscience d'avoir été peut-être un peu provocateur en disant ça, mais c'était à dessein, parce que je pense que la maxime un tien vaut mieux que deux tu l'auras s'applique tout à fait en ce qui concerne la compensation. D'un point de vue théorique, c'est une bonne idée. C'est l'idée que vous allez planter des arbres pour servir à compenser les émissions que vous émettrez en tant que voyageur. Mais le problème, c'est que la temporalité, la rigueur de ce système fait vraiment défaut. C'est pas en disant, par exemple, qu'on va planter des arbres qui, dans 20 ans, vont devenir assez grands. C'est censé compenser des émissions qui sont là tout de suite. Il faut une temporalité qui reste la même. Il faut que la compensation se fasse tout de suite. Il faut qu'elle soit tangible. Or, c'est pas le cas. Et on constate que de nombreuses compagnies se détournent complètement de ce système. EasyJet a annoncé récemment qu'elle ne ferait plus aucune compensation carbone, elle n'en proposerait plus parce qu'elle ne croit plus en ce mécanisme, et d'autres compagnies suivent EasyJet là-dedans, et c'est une excellente nouvelle parce que je pense que notre rôle en tant qu'ONG, il est aussi de protéger le public, de protéger la société contre le greenwashing, de faire en sorte que les gens de bonne volonté qui s'intéressent à leur impact climatique, qui veulent faire quelque chose, ne soient pas détournés par des pratiques commerciales fallacieuses qui reviendraient à leur promettre que tout d'un coup, voilà, en appuyant sur un bouton magique, leur impact climatique disparaît. Le fait qu'on aille dans une direction beaucoup plus concrète comme celle des carburants durables, c'est important parce que ça permet aux gens d'avoir un vrai levier d'action. Je pense qu'il est important d'arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et d'arrêter de leur vendre des solutions de greenwashing comme si c'était une solution miracle. L'autre problème de la compensation carbone, c'est que quand on compense que les émissions de CO2. Or, la pollution de l'avion, c'est pas que le CO2. Effectivement, la communauté scientifique considère maintenant que le CO2, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg du problème climatique de l'aviation. La face cachée, ce sont les effets non CO2. Et le principal effet non CO2, ce sont les traînées de condensation qu'on voit dans le ciel. Ces traînées qui, en fait, ont un effet de serre parce qu'elles emprisonnent, elles bloquent les radiations terrestres, donc elles réchauffent un peu comme une couverture qu'on mettrait sur la Terre. Ces traînées de condensation sont directement liées à la combustion du carburant fossile par les réacteurs. Ce sont finalement des espèces de petites particules
particules fines autour desquelles l'eau se condense, la vapeur d'eau se condense et gèle, et qui dans certaines conditions atmosphériques, température, hygrométrie, vont créer donc des nuages, des cirrus de haute altitude qui restent plusieurs heures et qui vont agir comme un gaz à effet de serre. Par ailleurs, ceci contribue aussi à un problème de qualité de l'air autour des aéroports. Ces particules fines, ce sont celles qu'on retrouve sous forme de suie et on les retrouve souvent dans les fenêtres ou dans les habitations des riverains d'aéroports. Ça contribue à des maladies cardiovasculaires, à des maladies aussi neurologiques, donc c'est un vrai fléau. C'est pour ça qu'il est important, premièrement, de comprendre que l'impact climatique de l'aviation, c'est pas seulement le CO2, ce sont aussi les effets non CO2. Ça veut dire qu'il y a une vraie urgence à régler ce problème. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les effets non CO2 restent peu de temps dans l'atmosphère. C'est pas comme le CO2 qui reste des milliers d'années. Donc à partir du moment où vous arrivez à réduire les traînées de condensation, vous arrivez rapidement à avoir un effet vertueux sur le climat. C'est un peu comme si vous mettiez un ventilateur qui va refroidir beaucoup plus rapidement la pièce. Et de ce point de vue-là, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui existent. On peut modifier les trajectoires de vol pour éviter les traînées de condensation. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Deuxièmement, on peut améliorer la constitution du carburant pour qu'il génère moins de ces particules et donc améliorer la qualité de l'air et réduire les traînées. Et c'est un sujet où la France peut être vraiment en pointe. Il peut y avoir une vraie excellence française dans le domaine au niveau européen et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je trouve que ces effets non CO2 sont un bon exemple de comment, si on a les yeux ouverts sur le problème, si on est réaliste quant à la magnitude du problème, on arrive aussi après à générer toutes sortes de solutions qui peuvent être une bonne nouvelle aussi pour la société. Ça crée des filières d'excellence, ça crée de l'emploi, ça crée des nouveaux domaines de connaissances et c'est une bonne nouvelle pour la marche du monde. Alors on le sait, les vols directs sont bien moins polluants que les vols avec escale. Et là, ça se confronte à une deuxième réalité qui est la réalité économique, puisque ces vols directs sont souvent beaucoup plus chers. Comment résoudre cette équation ? C'est une excellente remarque, effectivement. J'ai toujours trouvé ça, même avant de travailler dans ce secteur, absolument absurde de penser que certains vols indirects étaient beaucoup moins chers que le même vol direct, quand bien même ça passait par la même compagnie aérienne. Oui, il y a un regard à avoir là-dessus. Personne ne comprend rien, à part si vous avez un doctorat en économie, la façon dont les prix des billets d'avion sont faits. Alors vous me direz, c'est de plus en plus le cas aussi pour le train et d'autres moyens de transport. On suit cette espèce de jurisprudence aviation, mais il est important d'avoir plus de transparence sur le prix et certaines hérésies comme celles que vous décrivez doivent absolument être éliminées. Elles s'expliquent par le fonctionnement des compagnies aériennes qui fonctionnent avec un système pour la plupart de hub où l'intérêt est d'attirer le plus de passagers vers un hub central, que ce soit Charles de Gaulle pour Air France, Lufthansa pour Francfort pour Lufthansa, mais c'est le type d'inefficience climatique qu'il faut absolument gommer. Et voyager léger, ça a un vrai impact ? Ne pas prendre trop de bagages pour peser moins et donc polluer moins. Le poids de l'avion a effectivement un impact sur la consommation de carburant. C'est pour ça d'ailleurs que certaines compagnies s'amusaient pour des raisons de prix, de coût, prenaient plus de carburant que nécessaire dans les aéroports où ça coûtait pas cher pour pouvoir finalement ne pas faire le plein dans un aéroport où c'était plus cher. Et c'était une hérésie d'un point de vue environnemental parce que votre avion est beaucoup plus lourd et donc vous allez finalement brûler plus de carburant, donc émettre plus de CO2. C'est le type de choses qui se passe quand le carburant coûte trop peu cher dans certains endroits. Ça vous amène à des raisonnements économiques rationnels, mais d'un point de vue climatique complètement irrationnels. Alors là, en l'occurrence, oui, bien sûr, le poids du bagage compte, mais si l'avion était moins plein de bagages, il serait plus plein de fret. Donc il y aura toujours une rationalisation du poids. Voilà, est-ce que c'est le type d'action qui compte beaucoup ? Je pense que je reviens à ce que je disais tout à l'heure et qu'il faut faire attention. Alors c'est très bien de faire des petits gestes, mais il faut faire attention à ne pas penser que ces petits gestes vont solutionner tout le problème. Mais en règle générale, évidemment, c'est toujours bien de voyager léger. Puis au-delà de ça, pour une raison même un peu philosophique. Mais disons que ça ne nous permet pas de faire l'économie d'un raisonnement plus large qui est ai-je vraiment besoin de prendre cet avion ? Absolument. Ai-je une autre option ? Et l'avion vert, on en est où ? Alors l'avion vert, il faut le définir. Moi, j'y crois et c'est vraiment mon rêve en tant que futur pilote parce que je fais mon brevet de pilotage en ce moment. C'est mon rêve d'arriver un jour à voyager dans un avion vert et je pense que c'est possible. Donc voilà, n'en déplaise à ceux qui pensent que tous les écologistes sont des empêcheurs de voler en rond. Non, il y a des gens qui, comme tous les passionnés d'aviation, rêvent de construire cet avion. Le premier temps, ce sont les carburants durables. Donc peut-être pour expliquer comment ils fonctionnent, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le principe d'un carburant
carburant dont le contenu énergétique est dérivé de la biomasse ou de l'électricité renouvelable et non pas des ressources fossiles, et qui permet donc de réduire tout de suite l'impact climatique de votre vol dans n'importe quel avion actuel. Donc il suffit tout simplement, imaginez comme un petit mélange, un petit cocktail avec du carburant durable dans le réservoir de l'avion. C'est un peu plus compliqué que ça, mais pour le simplifier, on peut dire ça comme ça. Et ça vous permet de réduire tout de suite l'impact climatique de l'avion jusqu'à arriver à un jour 100%. Donc tout le réservoir de l'avion est constitué de carburant durable. Et là, vous avez un impact climatique qui est réduit. Le problème de ces carburants durables, c'est qu'ils dépendent de la matière première dont ils sont faits. S'ils sont faits à partir d'huile de palme, vous allez avoir un impact climatique qui est bien pire que le kérosène fossile, parce que les champs d'huile de palmier à huile de palme, ils participent à la déforestation dans des pays généralement en plus défavorisés, donc à la réduction des puits carbone, à la perte de la biodiversité, à la concurrence alimentaire. Et c'est pas seulement l'huile de palme, il y a beaucoup d'autres matières premières qui sont problématiques, donc il faut vraiment attention. Mais à partir du moment où on a des bons carburants durables, notamment ceux qui sont faits à partir d'électricité renouvelable, qu'on appelle les carburants de synthèse, là vous avez un carburant qui est vraiment un produit de qualité qui réduit significativement l'impact climatique autant que vous pouvez en mettre dans le réservoir. Après, il y a les technologies futures, les technologies, je dirais, révolutionnaires. On pourrait dire, par exemple, l'avion électrique qui utilise directement de l'électricité pour voler, l'avion hydrogène qui utilise des piles à combustible ou bien qui fait la combustion de l'hydrogène. Ce sont des technologies extrêmement intéressantes parce qu'elles sont plus efficientes dans la chaîne de valeur, mais il faut se rappeler que le problème de l'aviation, ça restera toujours le long courrier. Il faut une solution qui nous permette de décarboner le long courrier. Et l'avion hydrogène ou l'avion électrique aujourd'hui n'en sont pas capables, et ceci pour les prochaines dizaines et dizaines d'années. Donc l'avion électrique et l'avion hydrogène seront des solutions très intéressantes pour le court et moyen courrier, mais sur le long courrier, on comptera toujours sur les carburants durables. Donc en résumé, l'avion vert, c'est une possibilité. Pour y arriver, il faut être pragmatique. Il faut ne pas se laisser bercer par des douces chansons qui disent que la solution repose en une technologie unique. C'est pas vrai. Il faudra un mélange de toutes ces technologies. Il faut regarder l'impact climatique. Il ne faut pas regarder simplement la beauté de l'avion ou le côté innovant de la technologie. Il faut regarder à quel point ça nous permet vraiment de réduire les émissions. Et in fine, il faut se dire aussi, et je suis désolé si ça semble une mauvaise nouvelle, mais que dans les 10 prochaines années, on n'a pas aujourd'hui assez d'énergie renouvelable pour décarboner significativement le secteur. La seule solution dans les 10 prochaines années, c'est de réduire notre consommation de voyage en avion. Et après, on pourra, si on a fait notre job suffisamment bien, si on a suffisamment d'énergie renouvelable, on pourra réfléchir à avoir vraiment des avions verts. Mais pour le moment, la meilleure solution reste celle de limiter nos voyages en avion. Tout ce raisonnement aussi sur le voyage en avion, sur le choix du consommateur, s'applique évidemment à nos vacances, à nos voyages pour voir des amis, pour voir la famille. Mais ça s'applique aussi, et je dirais surtout, aux voyages professionnels. Remplacer une belle soirée avec un ami, avec sa famille, avec un proche, parfois c'est pas possible. Mais remplacer un voyage professionnel par une vidéoconférence, par le fait de regrouper plusieurs voyages en un, ça c'est tout à fait possible. Non seulement c'est possible, mais c'est désirable d'un point de vue même de la qualité de l'équilibre vie-travail, du fait d'avoir des déplacements plus agréables, qui sont peut-être un peu plus longs, qui sont peut-être un peu plus denses en réunion. Moi, je prends beaucoup le train pour le travail. Je me suis donné le défi personnel de ne pas prendre l'avion pour le travail en 2023. Alors évidemment, je ne vais pas traverser l'Atlantique à la nage, mais la plupart de mes déplacements sont en Europe. Et c'est très agréable de voyager un peu différemment, de s'arrêter quelque part en train et donc d'en profiter pour visiter une entreprise, rencontrer quelqu'un qu'on n'aurait pas normalement rencontré parce qu'on ne va pas faire l'aller-retour uniquement pour une réunion. Donc la première chose... Vous avez un employeur tolérant qui accepte de vous laisser un peu plus de temps sur place. Oui, bien sûr, mais je pense que ça, c'est un combat qui doit, ou plutôt même un desiderata qui doit être fait par les salariés. Ce sont des choses qui ne sont pas peut-être possibles dans toutes les industries, dans tous les domaines, les secteurs de travail, mais pour ceux pour qui c'est possible, c'est une nouvelle façon de voyager qui doit être envisagée. Et au-delà de ça, pour les entreprises très énergivores qui utilisent beaucoup l'avion pour le déplacement professionnel, il y a une vraie réflexion de fond à se faire sur comment réduire cet impact climatique. On travaille avec de nombreuses entreprises du CAC 40 en France et dans d'autres pays européens. On les enjoint à réduire leur politique de voyage en avion. Par exemple, chez Transport Environnement, on a divisé par 2, c'est l'objectif 2023, nos émissions de CO2 par personne. Et pour le moment, on est en train même de dépasser largement cet objectif. Tout le monde s'en porte plutôt très bien. Donc encore une fois, je ne veux pas dire par là qu'il est possible de remplacer absolument tous les voyages en avion par des voyages en train ou par des visioconférences. Mais clairement, je pense que
plusieurs personnes, pas mal de personnes qui nous écoutent, à mon avis, sont d'accord avec le fait que l'aller-retour pour faire une réunion en avion à l'autre bout de l'Europe, c'est plus vraiment un truc qu'on fait en 2023 et c'est tant mieux comme ça. Et on a réussi à le faire pendant le Covid, donc il n'y a pas de raison. Absolument. Si vous aviez un dernier conseil pour la route? Ça va sembler être un conseil un peu philosophique, mais je pense que dans un défi aussi grand, et j'ajoute aussi inspirant, que celui de décarboner l'aviation, qui nous rappelle l'époque des pionniers de l'aviation, au début du XXe siècle, où on a relevé un défi sociétal qui est de faire voler plus lourd que l'air. Je pense qu'il est nécessaire de dépasser ce côté un peu clivant, ce côté un peu polarisant, où chacun a des stéréotypes sur l'autre, où on ne se parle pas, où on s'invective, et arriver à avoir une approche qui est beaucoup plus coopérative, où vous rencontrez quelqu'un qui ne prend pas l'avion, au lieu de le juger, posez-lui la question, demandez-lui pourquoi, et vice-versa. Essayez d'arriver à se parler, à communiquer, à se comprendre mieux, et je pense qu'ainsi, on arrivera à trouver des solutions beaucoup plus concrètes et peut-être un peu plus consensuelles. Ça veut dire peut-être pour les uns aller un peu moins vite, ça veut dire pour les autres faire un peu plus d'efforts, mais globalement, c'est seulement si on a une forme, je pense, de vraie coopération, et peut-être en rendant les choses un peu moins politiques, un petit peu moins clivantes, qu'on arrivera à résoudre ce défi. Donc ça paraît encore une fois très philosophique et très abstrait, mais je pense qu'il est fondamental d'améliorer la qualité du dialogue qu'on a dans nos sociétés sur ce sujet de décarbonation de l'aviation et plus généralement sur la transition écologique. Merci Matteo Mirolo. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'aviation durable pour l'ONG Transport et Environnement. À bientôt.